Bah déjà, au départ, moi j'ai une position qui est, comme souvent les intellos, qui est abstraite. C'est sur les idées, parce qu'en fait, j'ai pas de contact. Alors à un moment donné, j'avais dit, je préfère le voile au string, tu sais, parce que le premier moment où on a entendu parler des musulmans en mal, c'est avec la loi sur le foulard, où d'un seul coup, les chances pour la France, qui étaient des immigrés, sont devenus des dangereux musulmans. C'était les mêmes. Donc il y a eu vraiment un retournement de stratégie de la part du pouvoir. C'est ça que j'ai constaté. Et là j'ai dit, il y a une malhonnêteté, parce que c'est la gauche aujourd'hui qui, au nom de la laïcité, montre le danger de l'islam et de l'islamisme qui serait une pensée rétrograde et antiprogressiste, alors que ces mêmes personnes, il y a quelques années, attaquaient le Front National quand le Front National se plaignait du danger de l'immigration et de ses conséquences inéluctables. Donc moi j'ai d'abord montré du doigt la malhonnêteté de la gauche, qui était plus honteuse que la malhonnêteté de la droite, puisque la droite, à la limite, était plus cohérente avec ses idées. Donc j'ai montré ce retournement de la gauche qui allait faire de l'ancien immigré Chance pour la France un dangereux islamiste. Et ça, c'est dans un texte qui s'appelle Ce que cache le foulard, que j'ai publié en 2002, et que je devais publier pour une revue, soi-disant, qui se réclamait de Léon Blois et de Céline, et qui m'ont bloqué le texte. Et c'est là que j'ai vu que ces petits progressistes, qui étaient de la bande de Nab d'ailleurs, mais Nab d'ailleurs, sur ce coup-là, c'était bien tenu, j'ai compris que ça allait être très vicieux les années à venir, tu vois, parce qu'en fait, ceux qui allaient se montrer les plus virulents contre les immigrés, puisque finalement, c'était quand même aussi des immigrés et des musulmans, ça allait être la gauche antiraciste. Et c'était ça qui me semblait dégoûtant et à montrer du doigt. Et donc je suis parti de ce principe qui était un principe abstrait. Ça m'a valu des sympathies de musulmans qui m'ont dit, vous avez le courage de le dire, l'intelligence de le dire, certains même qui ont compris le piège qui allait se refermer sur eux, d'autres ne l'ont toujours pas compris. Et puis après, je suis arrivé à une deuxième phase qui est plus concrète, c'est la rencontre et la discussion avec les vrais musulmans. Et là, c'est devenu beaucoup plus compliqué, parce qu'en réalité, il y a la théorie puis il y a la pratique. Et là, donc je suis passé de l'abstraction intellectuelle à la réalité, hein, qui est toujours un désenchantement aussi. Il a fallu que je me pose plus de questions, c'est pas juste la question un musulman. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un musulman, qu'il y avait des musulmans. Et que ça variait selon plusieurs critères. Le pays d'origine, s'ils venaient d'Algérie, du Maroc, de Tunisie. D'Algérie, en plus, s'ils étaient kabyles ou pas kabyles. Après, leur origine sociale, s'ils venaient d'un islam, tu vois, du bled, des montagnes, etc., ou d'un islam des villes. Donc l'origine sociale, ça compliquait encore l'affaire. Après, les générations. Ceux qui étaient nés ici, ceux qui n'étaient pas nés ici, ceux qui avaient accès aux études supérieures, ceux qui n'avaient pas accès. Donc ça faisait quelque chose de plus en plus compliqué, où plus je me posais la question de l'islam, plus je voyais que ça voulait rien dire, tu vois. C'était les islams, les musulmans, tu vois. Quand je dis les islams, c'est un peu hérétique pour un religieux, mais je veux dire, l'islam des divers musulmans, ça faisait des tas de relations à l'islam différentes, de relations à moi différentes. Et là, ça devenait très compliqué, et parfois même un peu dangereux, un peu déprimant, parce que je me faisais attaquer, à la fois attaquer et défendre dans la même journée par des gens, etc. Donc je m'étais rendu compte que par exemple par rapport aux juifs, c'était beaucoup plus compliqué. Les juifs étaient plus solidaires, plus structurés aussi parce que beaucoup moins nombreux en réalité. Et donc là j'ai aussi compris un truc, c'est que plus une communauté est nombreuse, moins elle est structurée, puissante et cohérente. En fait le plus grand nombre est un énorme handicap. Hein. Et j'ai d'ailleurs, de ce point de vue-là, répondu aussi aux gens d'extrême droite, parce que j'ai un double dialogue. Hein. Moi, je dialogue avec les patriotes qu'on assimile à l'extrême droite. Moi, je prends les termes tels qu'ils sont imposés par les médias. Salafiste et extrême droite, ce sont deux termes totalement impropres. Hein. Il n'y a pas d'extrême droite en France, pour moi, pratiquement, et il n'y a pas de et les salafistes ne sont pas ce qu'on en dit. Mais moi, je suis obligé de prendre les termes imposés par les médias pour être compréhensible. Voilà. Donc, je suis à la fois obligé de dialoguer avec ce qu'on appelle l'extrême droite, et à la fois obligé de dialoguer avec les musulmans, et je suis obligé de donner des réponses aux deux, en étant souvent soupçonné d'être un manipulateur, parce qu'effectivement, la politique étant de la manipulation, il y a toujours le soupçon, ce qui est compliqué. C'est un chemin intéressant, c'est un chemin compliqué, et je le dis, il serait beaucoup plus simple pour moi, si j'avais voulu chercher la simplicité et un certain confort, compte tenu de mes positions, d'accepter les propositions qui m'ont été faites à un moment, de rallier les identitaires, c'est-à-dire en réalité les sionistes. Hein. J'ai eu des propositions, hein, je vous le dis tout de suite. Et ça aurait été pour moi tranquille. Je serais revenu dans le circuit, sur une ligne, danger de l'islam, la ligne Zemmour, vous voyez ce que je veux dire. On peut d'ailleurs peut-être penser que si Zemmour est monté aussi fort à un moment donné, c'est qu'il fallait un Soral sans Soral, quoi. Que ça bouchait un trou qui était peut-être fait pour moi à un moment donné, médiatiquement, et que j'ai un créneau que j'ai pas voulu prendre. Pour des raisons, je le dis honnêtement, morales.
d'insoumission aussi, peut-être d'orgueil, hein, je peux le dire, mais parce que j'avais pas envie de... J'aime pas avoir un patron, et voilà, je voulais rester mon propre patron, et voilà. Ouais, il y a un tiers de gens de confession musulmane dans mon association. Il y a un tiers de gens qui viennent de l'extrême gauche, mais qui ont compris les limites et les mensonges de l'extrême gauche. Il y a un tiers de gens qui viennent de ce qu'on appelle l'extrême droite, mais qui ont compris les contradictions et les limites de l'extrême droite, et un tiers de gens qui viennent de l'immigration musulmane et qui ont compris les pièges de l'antiracisme institutionnel. Hein, voilà. Donc en fait, ça fait des gens qui sont pour une réconciliation nationale sur des critères qu'on a définis, hein, gauche du travail, droite des valeurs. C'est-à-dire que ce soit les Français de souche ou les Français d'origine immigrée, ils sont le monde du travail. En général, ils sont en bas de l'échelle sociale. Ce sont rarement des rentiers et rarement des parasites. Quand ils sont des parasites, c'est malgré eux parce qu'ils sont chômeurs longue durée, parce qu'ils ne trouvent pas de boulot. Et droite des valeurs, ils sont en général sur une vision assez anti-bobo et plutôt traditionnelle, c'est-à-dire respect de la hiérarchie, respect des anciens, respect du père, etc. Enfin, on a ces critères de convergence, ce qui veut dire que ce n'est pas du tout un bricolage abstrait, et certaines personnes me disent oui, ça ne peut pas marcher. Ça marche puisque ça fait 10 ans que je fais des réunions publiques. Il n'y a jamais eu de problème quand je regroupe dans des réunions publiques, et c'est systématique. Là, je viens de faire une réunion à Lyon où il y avait 400 personnes. Il y a toujours un tiers de Français issus de l'immigration, un tiers de gens proches du Front National, un tiers de gens issus de l'extrême gauche. J'ai jamais eu une seule bagarre, jamais. Et ça, c'est des critères très sains. Après, je voudrais aussi faire une remarque pour les gens qui s'étonnent, par exemple, de ma sympathie naturelle, effectivement, pour les Français d'origine maghrébine et musulmans. Je vais quand même raconter une chose simple, c'est que je suis arrivé de la Savoie à l'âge de 2 ans. J'ai passé toute mon enfance, Meudon-la-Forêt, Vélizy, qui était la cité dortoir construite par Pouillon, qui ensuite a mis ses talents au service de l'Algérie, du FLN, un grand architecte qui s'appelle Pouillon, et c'était la cité dortoir de l'usine Renault de Billancourt. Donc j'ai passé toute mon enfance, même si je suis issu de la bourgeoisie déclassée, au milieu de gens qui étaient des OS 1, OS 2, des usines Renault, dans lesquelles il y avait beaucoup de Français de souche, n'oublions pas, dans les années 60, je suis né en 58, il faut que vous le sachiez, donc époque de Gaulle, hein, la 5e République. Donc j'ai fréquenté beaucoup de Français d'origine ouvrière et de Français d'origine immigrée, dans un contexte qui était les années 60, où il n'y avait pas de délinquance et tout ça. Il y avait le contentieux de la guerre d'Algérie avec les Français d'origine algérienne, mais c'était pas du tout le contexte actuel. Et moi, après, j'ai fait beaucoup de sport. J'étais un type qui rêvait d'être champion cycliste et champion de boxe. Hein. J'ai pas mon bac, il faut le savoir. Je suis un autodidacte. Hein. Je suis pas. Il y a des gens qui savent pas qui je suis. Je pense que je fais partie de la grande bourgeoisie, que j'ai fait des études supérieures, etc. Donc, je viens de la banlieue parisienne. Je suis autodidacte et j'ai très vite fait des sports de combat. Et dans les salles de boxe, je ne vais pas vous faire un dessin. Je faisais pas du karaté, je faisais de la boxe anglaise. Pendant des années, je fais de la boxe anglaise, et pied-point et boxe anglaise. Et dans les salles de sport de combat sérieux, il y a quelques Français de souche d'origine populaire et beaucoup de Français d'origine immigrée, noirs et arabes, on dit. Donc c'est-à-dire que mes potes, et la fraternité des salles de boxe, ceux qui m'écoutent le savent, étaient beaucoup des Maghrébins et des Noirs. Ce qui fait que j'ai une fraternité, je veux dire, comment dirais-je, sensible, hein, affective. Et mes copains, c'était la bande de la Courneuve. Enfin, si on regarde mes meilleurs amis, s'appelait Karim, s'appelait Francis. L'un est un Antillais, l'autre est un Algérien. Enfin, j'ai pas eu besoin de faire d'efforts. En fait, je ne viens pas de la bourgeoisie de la banlieue ouest. Et je viens déjà de cette France qui a été métissée de force de mon enfance de banlieue et qui s'est prolongée par les salles de sport, ou quand je suis devenu instructeur, notamment. J'ai été instructeur fédéral de boxe. Les gars que je faisais travailler, qui étaient des types qui essayaient de passer professionnel ou qui passaient professionnel parce que c'était un moyen de gagner leur vie, et chez très peu de blancs, l'idée de faire de la boxe pour gagner sa vie ne vient parce que même moi, j'ai pas fait de carrière de boxeur parce que quand je faisais de la boxe anglaise à un niveau sérieux, j'avais déjà écrit 2 livres et publié 2 livres. J'étais écrivain. Je n'avais pas risqué mon cerveau dans des combats, etc. Mais les types avec qui je travaillais, et même que j'encadrais un peu, étaient souvent des types issus de l'immigration, hein, des Maghrébins musulmans et des Noirs. Donc, j'ai pas besoin de me forcer pour me sentir solidaire de gens que j'ai fréquentés toute ma vie et dont je sentais qu'ils étaient arnaqués par le mensonge égalitaire républicain, arnaqués systématiquement, hein, arnaqués comme immigrés, arnaqués après en plus comme dangereux salafistes. Donc j'ai pas, pour les gens qui ne comprennent pas, c'est pas une stratégie froide d'avoir une affinité
même avec Dieudonné. C'est plutôt, ça correspond à ma sociologie pour ceux qui s'y intéressent. Et beaucoup de gens ne savent pas qui je suis. Il y a des gens qui ne retiennent que le fait que pendant 1 an, j'étais proche du Front National. J'ai été pendant 7 ans membre du Parti communiste français. J'ai monté au PC le collectif des travailleurs des médias. J'ai bossé avec Jean-Paul Cruz, qui était délégué CGT du journal Libération. Le type avec qui j'avais monté le collectif des médias au PC s'appelait Marc Cohen. D'ailleurs, aujourd'hui, il est sioniste et il est proche de Finkielkraut et d'Elisabeth Lévy. Mais à l'époque, il était pro-palestinien en diable. Hein. Voilà, donc les gens souvent ne connaissent pas mon parcours et disent des conneries. Voilà, donc si ça peut être l'occasion de faire des mises au point. Et ça peut se vérifier en lisant mes bouquins. Hein. J'ai quand même publié des romans très autobiographiques, comme tous les vrais romans. Un vrai romancier parle de lui en général, il n'invente pas des histoires, il n'a pas besoin. Donc pour ceux qui veulent savoir qui je suis, ils lisent La vie d'un vaurien, qui est ma jeunesse de déclassé à Paris, Misère du désir et Chute. Hein, ces 3 romans où j'ai à peu près toutes les clés pour savoir d'où je suis, ma famille, etc. etc. Voilà. Et je pense que comme ça explique beaucoup plus simplement mes positionnements actuels, sans avoir besoin de passer par des trucs vicieux. Vous voyez, genre, voilà. Alors déjà, moi j'ai d'abord connu l'islam par des musulmans. Donc j'ai été en contact de gens qui, dans le contexte des années, on va dire, 90-2000, les types les plus intelligents, les plus intéressants, les plus respectables, issus de la banlieue, à l'époque où la mode c'était NTM, hein, je les ai vus arriver moi en 89 à Bastille, hein, parce que je bricolais dans le monde du journalisme, j'étais proche des types de Radio Nova et de Actuel, et ils sont tous arrivés par Nova. Hein. Donc j'ai vu arriver les mecs de Montfermeil, hein, les mecs des Bosquets, j'ai vu arriver aussi les Joe Star, Didier Morville, je les ai tous vus arriver, hein, parce que nous on était à Bastille quand ils sont arrivés, on tenait Bastille en réalité, parce qu'en fait avant que ces petits malins origine immigrée arrivent, il y avait des petits malins du terroir, on était dans la même logique de survie, de bricolage, je travaillais un peu au puce, je faisais un peu de journalisme, on faisait un peu tout pour survivre en échappant au salariat. Donc je les ai vus arriver. Et j'ai vu beaucoup de petits cons, de petits voyous, d'embrouilleurs. Ils étaient fiers eux-mêmes de s'appeler racailles. Et les petites blanches qui flashaient sur eux de la petite bourgeoisie bobo, déjà, les appelaient racailles avec de la fascination dans les yeux. Donc ils se présentaient déjà comme des petits voyous. Et nous, je me rappelle à l'époque, le héros, c'était Tony Montana de Scarface. Hein. Et moi qui avait 10 ans de plus qu'eux, je leur disais, vous finirez gardien de parking. Vous voyez, je me foutais de leur gueule. Et les types les plus intéressants que j'ai vu arriver de ces milieux-là étaient les types qui commençaient à se réislamiser, parce qu'ils étaient en général plus intelligents, plus moraux, plus respectables. Donc j'ai eu un premier moment, je me suis dit, des types issus de banlieue, les plus intéressants, les plus respectables, ce sont ceux qui sont un peu dans l'islam. Parce que les autres, ils étaient vendus au showbiz. Hein. C'était Skyrock, Le Bain-Douche. Je connais tout le parcours. On va sortir un bouquin d'ailleurs bientôt qui s'appelle L'effroyable imposture du rap, où on voit que derrière, il y avait déjà Jacques Lang, déjà Skyrock, Énergie, etc. C'est-à-dire que c'était fait pour empêcher l'intégration, on va dire, des types issus des quartiers. Hein. C'était fait pour ça, hein, le rap. Hein. Comme aux États-Unis, pareil. Hein. C'était fait pour en faire des sous-prolétaires de ghetto, libéraux en réalité, des libéraux. Et les détacher de tout ce qui pouvait être une pensée traditionnelle, des valeurs traditionnelles qui les permettaient de se structurer et de construire collectivement à long terme. Là, c'était pour sortir quelques individus malins et faire échouer tous les autres. Hein. Il y avait la logique, c'est l'époque Bernard Tapie, hein, ministre de la Ville. Donc on donne des ballons de foot, on donne des ghetto blasters, on fait choper un peu de rap. Et déjà, de toute façon, on tient à l'écart le musulman. Et j'ai écrit ça dans Misère du désir. Ceux qui encadraient culturellement les banlieues étaient essentiellement issus de la communauté juive ashkénaze. Hein, j'ai toujours vérifié. Hein, donc c'est des juifs ashkénazes qui expliquaient à des types de banlieue qu'il valait mieux être un rappeur qu'un type qui s'intéresse à ce dont il peut être fier quand il arrive du Maghreb, parce qu'il n'y a pas grand-chose pour être fier hein, quand on arrive d'un pays colonisé, donc colonisable, etc., qui était l'islam millénaire. Voilà. Et ça, je l'ai compris très vite. Je dit, les plus intelligents, les plus structurés sont ceux qui vont plutôt vers l'islam que vers le rap et le football. Hein, voilà. Voilà. Et ça, c'est 90. Et je l'écris d'ailleurs, c'est le chapitre 4 de mon bouquin qui s'appelle Misère du désir, sur les banlieues. Hein. Ce qui veut dire que ceux qui s'intéressent à ce que j'ai écrit, ils découvriront que j'avais dit et pigé beaucoup de choses qui expliquent mon parcours dans mes bouquins. Hein. En fait, quand on lit mes bouquins, on comprend pourquoi j'ai tel positionnement à un moment donné
en 2004, ça se justifie parce que j'écris ce que j'écris dans mes bouquins. Je vais toujours suivre mes actes et mes pensées s'enchaînent assez logiquement. Donc, premier contact avec l'islam, c'est les types issus des banlieues, les moins cons, c'est ceux qui sont plus vers l'islam que vers le rap, le blabla du rap, qui consiste à insulter les flics, insulter les Français. Le « nique ta mère », c'est totalement anti-islamique, hein, faut le comprendre. Hein, voilà. Et personne ne peut accepter un type qui se présente à toi en disant « je vais niquer ta mère ». Personne, tu vois. Et ça ne peut pas être raciste. C'est une déclaration de guerre à l'humanité et à celui qui est en face. Et c'est pas pour rien si Jack Lang a sponsorisé spécialement ça. Tu vois, faut bien savoir. Hein. Et celui qui accepte d'être sponsorisé par Jack Lang, il sait ce qu'il fait. Très vite. Hein. Voilà, il sait qui l'aide, qui l'accompagne, qui lui met la main sur l'épaule. Dieudonné a compris tout ça. Et c'est pour ça que je me suis rapproché de lui, parce qu'il l'a compris, et il a eu le courage de dire non. Alors qu'Anne Jamel a tenté de dire non, puis après, finalement, il a dit oui. Hein, et c'est pour ça, c'est très intéressant. On a toutes les filles, on a la théorie, la pratique, on a tout le théâtre est devant nous pour comprendre quelle est la voie à peu près juste en fonction du donné. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça en fait. Quelle est la voie juste, voilà. Et après, dans un deuxième temps, je m'intéresse aux musulmans et je me dis, il faut quand même que je m'intéresse au Coran. Je connaissais pas, les Français connaissent pas l'islam, ils connaissent l'histoire coloniale à travers Pépé le Moko, etc. Où je le reconnais d'ailleurs, comme dans les romans d'ailleurs de Camus, le maghrébin musulman n'existe pas. Il fait partie des meubles. Il n'a pas d'existence en tant qu'être humain. Ce qui est très choquant quand on est un peu un télo et sensible comme moi. On voit très bien dans tous ces films-là, n'existent que les Européens et les autres font partie du décor. Ce qui veut dire que c'est une négation effectivement de l'indigène, de l'autochtone, quoi, et que forcément c'est problématique. Ce qui est un truc que j'ai remarqué. J'ai remarqué en disant, je comprends que les mecs sont en rogne, parce que quand tu regardes les films français faits sur les colonies, les personnages français sont des personnages qui existent, et les autres sont des archétypes. Hein, la femme voilée, le type au couteau, l'indique de police, le machin, etc. Enfin, tu vois, c'est très irrespectueux. Hein, c'est exactement comme quand tu regardes les films faits pour les Noirs aux États-Unis, Shaft, tu vois vraiment que c'est vraiment de l'archétype, tu vois, pour flatter ou manipuler, et qu'il n'y a pas le respect d'un être constitué de façon complexe. Et ça, en tant que mec qui est un peu sociologue, etc., je me suis dit, ces types sont chiants, mais ils ont quand même de bonnes raisons d'être en colère. Et aussi, si on ne fait pas quelque chose d'honnête et d'intelligent, les deux, ça finira par péter. Je me suis dit ça. Et en même temps, je me suis dit, bon, donc il faut que je m'intéresse à ce sujet-là, et donc à un moment donné, il faut que je m'intéresse au Coran. Donc, comme les choses, il y a du hasard dans la vie, ça s'est passé en plusieurs fois. On m'a offert un Coran. Et deux, quand je suis allé au Liban, dans les ruines de Beyrouth, c'est Beyrouth, ouais, Beyrouth Sud, j'ai trouvé posé sur un tas de morceaux de béton un Coran, emballé dans un étui en cuir magnifique. Donc je l'ai pris et je l'ai ramené en France. Voilà. Et celui-là, je ne pouvais pas le lire. Mais par contre, l'autre, il était en français. Donc le fait d'avoir trouvé ce Coran comme qui me tendait les mains, m'a dit tiens, parce que j'aime bien les signes, même si je ne suis pas religieux, je suis quelqu'un qui se fie beaucoup au destin. J'estime que j'ai un destin, que j'ai toujours voulu en avoir un, et que quand on veut avoir un destin, on en a un, et quelqu'un qui a un destin cherche les signes. Qu'il soit religieux ou pas, il l'est quelque part un peu malgré lui. Il pense qu'il y a autre chose que la vie matérielle, la vie immédiate, qu'il y a des choses et je veux dire qu'on soit religieux ou pas. Et moi je suis hegelien d'une certaine manière, et Hegel, finalement, dans l'idéalisme absolu, rejoint la religion sans passer par la foi. Je veux dire, hein, c'est compliqué à comprendre, mais on n'a pas forcément besoin d'être dans la religion au sens classique du terme pour croire aux signes, pour croire à la cohérence globale, pour croire qu'il n'y a pas juste la conception darwinienne du monde, accident, erreur, hasard, etc. Donc je me suis intéressé j'ai lu le Coran. J'ai lu par petits bouts parce que pour un occidental c'est très fastidieux, hein, c'est très répétitif. Je ne suis pas, je le lis époustouflé par la poésie du Coran quand je le lis en français. Mais par contre je vois que c'est, si je suis un peu honnête, un système de valeurs totalement classique et traditionnel, totalement le même que tous les systèmes de valeurs qui permettent à une société de perdurer de façon saine. Hein, c'est-à-dire avec une hiérarchie du bien et du mal. Je veux dire, il est logique que l'islam ait pu enfanter d'une civilisation et même d'un empire qui a duré longtemps, parce que c'est un livre fait pour ça. C'est un livre fait pour que les hommes
quand je dis les hommes, c'est les hommes et les femmes, fonctionnent ensemble de façon décente. Hein, c'est un livre qui fait l'apologie du respect, de la modestie. Voilà, n'oublie pas que on dit Allah est miséricordieux. Enfin, voilà, il y a cette idée. Donc je me suis dit, je n'ai pas de problème avec ce livre, et il ressemble beaucoup. Il est très compatible avec ce que j'ai appris parce que c'est aussi ce que je suis un chrétien. Faut aussi, pareil, je vais faire une parenthèse, je suis un catholique, je suis baptisé. Quand j'ai quitté l'école communale de Meudon-la-Forêt à partir de la 6e, mon père m'a mis dans une école religieuse à Paris. Hein. Et là, j'ai eu ma période de préadolescence où j'ai été très dans la foi. J'étais soliste soprane de la chorale, j'ai chanté à Notre-Dame, et je voulais être père blanc. C'est-à-dire que j'ai eu une période où je voulais être religieux, qui est une période qui correspond à ce qu'est un petit catholique, pour qui le modèle absolu de pureté, de vie accomplie, comment dirais-je, de courage, c'est le Christ. Hein. Il y a quand même, voilà, je suis dans le respect total. Et je dirais même la fascination du Christ, et même ça me dépasse. J'ai été élevé là-dedans, il faut bien le comprendre. Je suis constitué de ça. Je suis ce que je dis, un helléno-chrétien. C'est-à-dire que je suis un humaniste français dont les deux mamelles, comme on dit, c'est la raison, mais pas la raison de Mélenchon, hein, ou la raison, c'est-à-dire le logos grec, ce génie occidental de la pensée, et le Christ qui est la compassion, c'est-à-dire l'intelligence critique et la compassion. Hein, c'est le doute et la charité. Et ça fait un humaniste français qui peut être quelque chose de génial, de très beau, de très universel, malheureusement de très fragile, très manipulable. C'est la complexité du fait d'être français. Voilà, c'est qu'on on a naturellement une capacité à comprendre l'autre qui est, à mon avis, supérieure à l'allemand ou à l'anglais. L'allemand étant volkisch, beaucoup plus racialiste, et l'anglais beaucoup plus communautariste, mais en même temps c'est une fragilité, ça peut être aussi une arrogance, etc. Bon, ça c'est des parenthèses que j'ouvre. Donc je me suis intéressé au Coran, je l'ai lu par petits bouts, et je me suis dit, il n'y a rien qui me pose problème dans ce système de valeurs. Et si je fais une comparaison, j'ai lu parallèlement, parce qu'il y a 3 monothéismes, vous le savez, hein, après, ça se subdivise, parce que quand je dis chrétien, c'est catholique. Les protestants, c'est pas la même chose. Et les protestants calvinistes ou luthériens d'origine, c'est pas la même chose que le protestantisme américain contemporain. Quand on s'intéresse aux religions, on voit que ça éclate un peu dans tous les sens, c'est compliqué. Et puis dans le catholicisme, moi, je me sens beaucoup plus proche des catholiques traditionnalistes. Et je pense que Vatican II est un ralliement du catholicisme à la pensée maçonnique universaliste, hein, qui était déjà, effectivement... contenu dans la Révolution française. Hein. Enfin, voilà, c'est pour ça que c'est important de se cultiver, de travailler beaucoup, et beaucoup de gens malheureusement qui veulent discuter avec moi, n'ayant pas eu de formation, une formation bricolée, et de toute façon s'ils sont passés par l'école, c'est très mauvais aussi, parce que l'école est un formatage, il faut beaucoup de temps pour se refaire une culture générale solide, en échappant aux mensonges de l'école, en étant donc forcément un peu autodidacte. Ça fait beaucoup de boulot. Moi je le dis, j'ai 54 ans, j'ai lu 4 heures par jour minimum pendant des années et des années, c'était un énorme lecteur, et ma force, si j'en ai une, c'est quand même d'avoir une culture générale, c'est ça que je veux dire, hein, générale. Je ne suis pas un spécialiste de grand chose, mais j'ai une grosse culture généraliste, et donc quand je parle de monothéisme révélé, les 3 religions abrahamiques, je sais à peu près à minima qu'il y a du sunnisme et du chiisme, que dans le christianisme il y a d'abord le catholicisme, puis après il y a la réforme, dans la réforme il y a Luther et Calvin, puis après il y a aussi l'anglicanisme, et puis après il y a tous les protestantismes américains, etc. Et bien sûr, le truc le plus dangereux, je me suis intéressé aussi à la religion juive, en étudiant ce qu'on peut étudier, c'est-à-dire des introductions au Talmud, parce qu'il y a des gens naïfs qui me disent où est-ce qu'on peut acheter le Talmud. Le Talmud, c'est une exégèse permanente fait par les rabbins, c'est pas accessible, d'abord il faudrait parler hébreu, mais par contre il y a des introductions au Talmud faites par des rabbins, il y a celle que je conseille, qui est celle du rabbin Aldin Sanzalt, parce que c'est chez Fayard, qui déjà est présenté le Talmud aux non-juifs, donc déjà ils en rabattent, et même ça pour moi c'est à dégueuler, je le dis. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, quelle horreur, c'est l'apologie du mensonge, de la manipulation de l'autre. Voilà, c'est autant quand j'ai lu le Coran, je me suis dit c'est ouvert à tous. Déjà, c'est pas racial. Voilà, tout le monde peut rentrer dans la communauté des croyants. C'est comme d'ailleurs le catholicisme. Hein, c'est pas basé sur la race. C'est prosélyte, c'est-à-dire aussi ça accepte tout le monde. Et je me suis dit, le Coran et les évangiles, c'est-à-dire le catholicisme, pour moi, c'est les évangiles et les actes des apôtres. Hein, déjà, les gens confondent tout aujourd'hui. Hein. La Bible, c'est l'Ancien Testament.
c'est l'Ancienne Alliance. Le catholique accepte l'Ancien Testament pour comprendre d'où on vient, mais ce qui fait la foi chrétienne authentique catholique, c'est les évangiles. Hein. C'est là où c'est la parole du Christ. Il faut bien le comprendre. Transmise par les 4 apôtres reconnus. Hein. Voilà. Et donc je me suis dit, dans mon système de valeurs, comme ça, je n'ai pas de problème avec un musulman. Un musulman et un chrétien authentique partagent les mêmes valeurs, qui sont essentiellement d'ailleurs, après j'y réfléchis, parce que je suis aussi un peu marxiste, formation de critique économique du monde, ce sont 2 religions antimammoniques. C'est-à-dire 2 religions qui pensent que l'usure amène au règne de Satan. Et c'est totalement vrai. C'est-à-dire que c'est là où c'est une de mes clés, c'est que le dire de façon religieuse ou l'expliquer de manière, entre guillemets, en se servant de l'outil de la critique de l'économie libérale, on arrive à la même conclusion. Effectivement, je suis un anti-mammonique, voilà, et je suis anti-mammonique par l'analyse marxiste de la dérive de la société bourgeoise, et je suis anti-mammonique en tant que catholique, et je suis anti-mammonique en tant que sympathisant musulman. Voilà. Et face à moi, j'ai, comme par hasard, la bourgeoisie, dont l'essence est pour moi la vision judéo-protestante du monde, donc et qui sont des mammoniques. Donc pour moi, il y a vraiment une lutte aujourd'hui des mammoniques et des anti-mammoniques, et mes alliés objectifs sont les chrétiens authentiques, qui sont pour moi les catholiques non ralliés à Vatican II, les musulmans que j'appelle authentiques, ce qui est compliqué, qui se définissent justement par leur opposition à Mammon et leur refus de certaines alliances avec les mammoniques, notamment en politique et en géopolitique. Hein. Et c'est comme ça que je bricole ma vision du monde et que je bouge, je me déplace sur cet univers-là. C'est en fonction de signaux qui me sont envoyés par les autres. Par exemple, quand Tariq Ramadan accepte l'argent du Qatar, etc., j'étais un de ses défenseurs, pour des tas de raisons qu'on pourrait expliquer, et à un moment donné, hop, je me dis, signal d'alerte, vous voyez. Donc mes positionnements sont toujours, comment dirais-je, conditionnés par des faits qui font sens. Hein. Et je prétends être très bon dans les analyses des faits qui font sens. Et c'est quand même une des manières les plus modestes pour construire une pensée, un positionnement. C'est pas de dire je pense que, ou je sens que, ou je crois que. C'est de regarder les signes que vous envoie le réel, la réaction des gens, les positionnements. Hein. Et notamment, réfléchir sur le politique. Si on ne réfléchit pas sur le politique, on est un idiot. Quoi. D'ailleurs, les prêches des imams sérieux sont très politiques. Et ce qui fait que moi, j'ai déserté l'Église, c'est qu'il n'y a pas aucun contenu politique dans la liturgie catholique actuelle. Elle est entièrement desséchée, elle est entièrement hors réalité contemporaine. Hein. Et c'est pour moi un vrai problème.